Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, la papauté d'Avignon suite, chapitre 3, le grand schisme. 1. L'origine du schisme, les deux obédiences. Au lendemain de la mort de Grégoire XI, le peuple de la ville pontificale réclamait à grands cris un pape romain, ou tout au moins italien. D'autre part, le Sacré Collège était divisé. 7 cardinaux limousins, 5 français et 4 italiens. Une antipathie commune pour les limousins rapprochait français et italiens. Ils songèrent à Barthélemy Prignano, archevêque de Bari, qui, napolitain, pouvait être agréable aux deux parties. Il est impossible d'ailleurs que les cardinaux n'aient pensé à un moment si important qu'à des questions de personnalité. Élire un pape français, c'était le vouer à l'exil d'Avignon. Cependant, ces vues du Sacré Collège sur un candidat italien furent singulièrement encouragées au moment du vote, le jeudi 8 avril, par les clameurs du peuple. Citation : « Seigneur, dépêchez-vous » vint dire l'évêque de Marseille, « vous risquez d'être mis en pièces si vous ne vous hâtez d'élire un pape italien ou romain. » Fin de citation. En ce moment critique, la candidature de l'archevêque de Bari se précise. 15 cardinaux votent pour lui. Le calme s'étant plus ou moins rétabli dans la foule, et les cardinaux ayant dîné, l'un d'eux fit cette sage réflexion. Maintenant que les troubles sont apaisés, profitons-en pour réélire l'archevêque de Bari. Sommes-nous toujours du même sentiment ? Oui, oui, répondirent la plupart. La scène qui suit marque à quel point les passions étaient surexcitées. Non encore avertie du choix, la foule force l'entrée du conclave. Pour la satisfaire, on lui présente comme élu un cardinal romain, le vieux Tibaldecchi, auquel on impose la mitre de force. Enfin, la vérité se divulgue. Le lendemain 9 avril a lieu l'intronisation. Les cardinaux viennent prêter hommage au nouveau pape, Urbain VI. En retour, ils attendaient de lui des faveurs. Leur déception fut grande. Réformateur cassant et malhabile, Urbain VI les somma de diminuer leur train de maison. Ses reproches étaient des injures. Il lui arriva de traiter Orsini de fou. Sur ces entrefaites, Jean de Lagrange, cardinal d'Amiens, arriva à Rome. Ce bénédictin, diplomate, essuya lui aussi les rebuffades d'Urbain VI, qui lui reprocha ses bons rapports avec le préfet de Vico révolté. Une altercation très vive s'ensuivit. Damien groupa autour de lui les mécontents. Mal édifiés sur la valeur des votes qu'ils avaient émis, ils se mirent à douter de la légitimité d'Urbain VI. Le dépit le plus excusable, l'égoïsme le plus inconscient a pu suffire à détacher ces cardinaux du pape Urbain, puis à les jeter dans une opposition d'autant plus tenace qu'elle n'a pas tardé à s'appuyer sur une conviction raisonnée et probablement sincère. Le complot fut vite préparé. Les cardinaux secrètement opposants se rendirent à Fondi. Au nombre de 13, ils élurent pape le français Robert de Genève, qui prit le nom de Clément VII. Après enquête sérieuse et loyale, l'Assemblée du clergé de France, tenue au bois de Vincennes, se prononça pour Clément VII, et avec elle le roi Charles V. Dès lors, la question prit les proportions d'un vaste conflit politique dont la papauté et l'Italie furent à la fois l'enjeu. Les puissances francophiles, Castille, Portugal, Écosse, devinrent clémentines. L'Angleterre se déclara urbaniste, entraînant avec elle la Flandre et l'Empire. D'ailleurs, pour les contemporains, le problème semblait inextricable. Jusqu'alors, les fauteurs de schisme n'avaient été que des princes laïcs, les Hohenstaufen, puis Louis de Bavière. Maintenant, c'étaient des princes ecclésiastiques. De plus, les circonstances de l'élection pouvaient donner lieu à des discussions indéfinies, parce que les versions différaient sans contrôle sûr. Qu'on se souvienne que sainte Catherine de Sienne et sainte Brigitte se déclarèrent urbanistes,
tandis que saint Vincent Ferrier et le bienheureux Pierre de Luxembourg se rangeaient à l'obédience française. Ce fut la division partout dans la chrétienté. Souvent on vit deux prélats, deux abbés se disputer, les armes à la main, un bénéfice au nom du pape de leur choix. 2. L'échec des solutions diverses. Urbain VI empira encore la situation. Son adversaire lui avait abandonné l'Italie. Avec sa nature vindicative, il s'absorba dans des conflits personnels et employa toutes ses forces à lutter contre Jeanne de Naples, sa puissante voisine, qui s'était déclarée clémentiste. Pour se procurer des ressources, il osa dépouiller églises et hôtels, puis chargea l'ambitieux Charles de Durazzo d'exécuter ses vengeances. L'expédition terminée, celui-ci ne se souciait plus d'Urbain VI, qui vint jusqu'à Naples réclamer ses droits. Une lutte s'ensuivit. Assiégé dans Nocera, Urbain VI parvint à se dégager. Les cardinaux, que toute cette politique inquiétait, résolurent de mettre Urbain VI en tutelle. Le complot découvert, il en fit torturer plusieurs. Tout cela déconsidéra le parti italien, trop affaibli désormais pour briser le schisme. De son côté, le pape d'Avignon ne l'emporterait que s'il devenait le pape de Rome. Il fallait donc recourir à la voie de fait, c'est-à-dire aux armes. Dans ce but, Clément VII lia à sa cause les Angevins, auxquels il promettait le retour à Naples. Louis Ier d'Anjou, puis son fils Louis II, remportèrent en Italie des succès brillants, mais éphémères, qui ne servirent en rien la cause clémentine. Une combinaison s'appuyant sur Jean Galeas Visconti et sur son gendre Louis d'Orléans échoua de même. Ces expéditions italiennes, sans résultat décisif, avaient coûté très cher. Le clergé regimbait. On était las du schisme. Puisque la voie de fait n'avait pas réussi, il fallait en trouver une autre. En 1394, un référendum organisé par l'université montra que l'opinion penchait vers la voie de cession. Les deux pontifes abandonneraient la tiare et on procéderait à une nouvelle élection. Mais Clément VII n'était point de cet avis. Quand l'université essaya de le persuader, il s'écria « C'est mauvais, c'est venimeux ». Plus habile, son successeur en Avignon, Benoît XIII, 1394-1417, protestait de sa bonne volonté. Il parvint à rallier à lui des personnages tels que Nicolas de Clamange, qui devint son secrétaire, Pierre d'Ailly, à qui il donna l'évêché du Puy, saint Vincent Ferrier. Il se déclarait partisan d'une voie médiale, la voie de conférence, et demandait à s'aboucher avec le pape de Rome. Il faisait d'ailleurs 1000 chicanes. Furieuse, l'université résolut de faire triompher par la force la voie de cession. Réunie en mai 1398, une assemblée du clergé de France vota sur son conseil la soustraction d'obédience. On refusait de reconnaître l'autorité du pontife d'Avignon jusqu'à ce que l'union fût réalisée. Bohême, Hongrie et Navarre adoptèrent la même attitude. En pratique, la mesure eut des effets inattendus. La cour de France voulait le désistement des deux rivaux, non le triomphe du pape romain. Or, en annihilant Benoît XIII, la soustraction d'obédience augmentait le prestige de son rival, que les décisions françaises n'atteignaient pas. Le jubilé de l'an 1400 amena à Rome nombre de pèlerins. Faisant abstraction de toute obédience, ils accouraient recueillir des indulgences. Dans le même temps, on assiégeait le pape d'Avignon dans son palais en vue de le forcer à abdiquer. 1398-1403. Situation plus ridicule que tragique. En mars 1403, Benoît XIII parvint à s'enfuir. D'ailleurs, à l'instigation de Nicolas de Clamange et de Gerson,
une nouvelle assemblée du clergé de France lui restituait l'obédience.